Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire des rendez-vous de la ligne 100. Nous sommes aujourd'hui réunis pour faire un petit focus sur la nouvelle norme comptable ANC et voir ensemble les nouveautés Sage V11 pour être en totale conformité en 2025. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Adler, responsable de la ligne 100, et Christophe Chassier, consultant ligne 100, qui vont animer ce webinaire. Je me permets également de vous dire que vous avez un chat à votre disposition. Si vous souhaitez poser des questions pendant le webinaire, nous réserverons 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à vos interrogations. Et je laisse la main à Bruno. Merci Jessica. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire concerné par la facture électronique et encore par l'ANC, par les nouveautés V11. Donc on va vous présenter un petit peu toutes les possibilités que les V11 vont vous amener progressivement en vue de pouvoir donc préparer la réforme de la facture électronique et l'ANC 2025. Donc je suis accompagné aujourd'hui de Christophe Chassier. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. On t'entend très bien, impeccable. Voilà, c'est parfait. Bonjour à toutes et tous et bonne année. On a encore 2 jours. Merci, bonne année à toi aussi. Merci. Donc Christophe va m'accompagner sur cette partie-là et faire un focus particulier sur la partie ANC. Voilà. Au sommaire, donc comme on le disait, une petite introduction sur ces nouvelles versions 11 et puis deux sujets très importants. Donc on va évoquer la modernisation des états financiers, la nouvelle norme ANC 2025, et on va parler dans le cadre de cette réforme de la facture électronique, de certaines nouveautés. Donc on va avoir un vocabulaire nouveau aussi à vous apprendre, le Sage Network, le Sage Connect. Donc, c'est ces nouvelles fonctionnalités qui vont permettre de préparer la mise en place de la réforme de la facture électronique. En complément, on abordera aussi d'autres nouveautés, d'autres améliorations V11. Et puis, on terminera par un jeu de questions-réponses en fin de session, comme l'évoquait Jessica. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter et à nous les poser au fin du webinaire. Pour commencer, donc, on va parler donc de V11. Donc, les V11 sont vraiment la continuité de ce que l'on a commencé à faire avec les V10, avec le data clean, avec la mise à jour des bases de données. Les V11 vont permettre donc de continuer l'appropriation des nouveaux usages et vous permettre de voir un petit peu quelles sont les nouvelles possibilités de digitalisation des factures. Et on passe un cap avec ces versions 11 parce qu'on va donc pouvoir commencer à faire des échanges de factures donc, par l'intermédiaire du Sage Network, du Sage Connect. Donc, tout le monde maintenant connaît plus ou moins le module Data Clean. Ce module Data Clean va également évoluer dans le cadre de cette version 11 et vous permettre donc cette fois de ne plus être focalisé sur la mise à jour de votre base de données, point qui est toujours essentiel, mais qui va permettre donc de passer dans la seconde phase, donc commencer à échanger des factures entre clients et fournisseurs. Vous disposerez également dans ces nouvelles versions donc d'un assistant qui va permettre de préparer et de vous mettre en conformité par rapport à cette nouvelle norme ANC 2025. Donc, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, ces nouveautés sont disponibles sur la version on-premise, donc installée sur vos serveurs, mais également sur les versions SPC, les versions cloud, donc, qui bénéficient des mêmes possibilités et des mêmes nouveautés fonctionnelles et légales. Donc, trois panneaux, trois plans très importants. Le côté légal, la partie network, qui va être véritablement le cœur de cette réforme de la facture électronique chez Sage. Et puis, on va pouvoir constater également une modernisation des interfaces, une modernisation des écrans et une nouvelle interface en lien avec la facture électronique. Concernant la mise à disponibilité des V11, donc la partie SPC est disponible déjà depuis le 28 octobre. Tout nouveau déploiement maintenant se fait forcément sur une version 11 et petit à petit, donc tous nos clients équipés d'une V11 vont disposer, tous les clients disposant d'un hébergement SPC vont disposer des versions 11. Ces versions sont compatibles dès à présent avec ACS, avec SRC, avec SageBI. Tous les connecteurs sont actualisés et compatibles avec ces versions-là. Vous pouvez le constater également,
dans le cas de la facture électronique, un petit composant complémentaire va être disponible au 700 superviseur. Donc, on va en parler tout à l'heure. Sur les versions on-premise, tous les produits sont également concernés par cette mise à jour. Le nouveau composant est également disponible et elles sont prêtes au déploiement depuis le 15 novembre 2024. Donc, on a pu, nous, en interne, valider qu'elles étaient conformes et fonctionnelles, ce qui veut dire que là aussi, les déploiements se font en version 11 à présent. Les connecteurs sont aussi disponibles sur ces versions de premise, donc tout est prêt pour pouvoir déployer ces nouvelles versions en toute sécurité. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis aborder l'un des points importants de ces versions 11, donc la nouvelle norme ANC 2025, norme de modernisation des états financiers, et voir quels seront les changements pour 2025. Cette nouvelle réforme est apparue dans le cadre d'un règlement de modernisation des états financiers qui date donc de fin décembre 2023, donc il y a quelques temps maintenant. C'est le règlement ANC numéro 2022-06 du 4 novembre 2022 qui a été homologué par un arrêté le 26 décembre 2023. Et la date d'application concerne donc tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Donc, tous les utilisateurs de Sedge dont l'exercice a été ouvert il y a peu de temps, vous êtes concernés par cette réforme, donc toutes les entreprises le sont. On aurait pu anticiper cette réforme, mais à présent, vous êtes véritablement en plein dans cette réforme et concerné par ces modifications. Quels sont les objectifs de cette réforme? Ils sont multiples. Déjà, ça va être de faciliter la digitalisation des comptes annuels des entreprises. Donc ça, c'est l'un des points importants de cette réforme. Également, une actualisation des modèles de compte et du plan comptable. On va le voir, le plan comptable va évoluer avec certains ajouts, certaines suppressions. Donc, toute la partie plan comptable va changer. Et puis, l'objectif de ces changements, c'est une simplification des modèles et une facilitation des comparaisons. Comme on disait, le plan comptable va être simplifié, donc ce qui va permettre là aussi de simplifier toutes les comparaisons que l'on aurait besoin de réaliser. Pour en arriver là, vous allez avoir des changements pour toutes les entreprises. Encore une fois, toutes les entreprises sont concernées par cette réforme qui va avoir un impact majeur au niveau de la comptabilité. Dans un premier temps, vous allez avoir un changement au niveau de la tenue de la comptabilité avec une suppression de la technique du transfert de charge, l'un des points importants de la réforme. Également, ça va avoir un impact au niveau du résultat exceptionnel qui va être défini. Vous aurez une nouvelle présentation des informations dans l'annexe. Donc là aussi, une simplification des documents et des présentations qui vont changer sur l'exercice 2025. La conséquence également, c'est que la partie état financier va être simplifiée au niveau là aussi de la présentation des formulaires et des feuillets. Et puis, tout ça va être possible dans le cadre d'un plan comptable qui va être unifié avec des comptes qui vont être obligatoires et des comptes facultatifs. En sachant que certains comptes de votre plan comptable vont être mis en sommeil, vont devoir être supprimés, vont être réimputés pour pouvoir répondre à cette obligation. D'un point de vue utilisateur, on est véritablement dans le cadre d'un projet de modernisation des états financiers. Ça va avoir un impact sur vos logiciels, sur le métier de comptable et sur la partie comptabilité. Quatre parties peuvent être identifiées dans ce cadre-là. Déjà, dans un premier temps, cela nécessite une mise à jour des applications. Et puis, comme à chaque fois, une formation des utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités qui auront un lien avec l'ANC 2025, mais évidemment avec d'autres améliorations fonctionnelles. On va avoir aussi une partie actualisation du plan comptable. C'est bien beau d'avoir un nouvel outil avec l'assistant, ça va permettre derrière d'actualiser le plan comptable, de gérer les cas particuliers, typiquement tout ce qui va être journal de trésorerie associé à un compte 514, un impact également sur les schémas comptables, les modèles d'écriture, le schéma qui provient des IMO, tout ça va avoir des conséquences. Et puis des conséquences également sur la partie à nouveau, qui devront être retraitées pour pouvoir répondre à ce nouveau plan comptable. Et par conséquent, l'adaptation également des états personnalisés, tout
ce qui sera bilan, compte de résultats, solde intermédiaire de gestion, vous devrez avoir des actions sur ces différents états. Et puis, pour finir, une mise en sommeil des anciens comptes, tous ceux qui ne devront plus être utilisés pourront être mis de côté pour éviter les erreurs. Et puis, un ajustement des plaquettes devra être fait pour, là aussi, se caler par rapport à ce nouveau plan comptable. Si on fait une petite synthèse des échéances, il y a déjà une partie analyse qui va nous permettre de comprendre un petit peu quels seront les impacts sur la solution, mais également des impacts contextuels. Les impacts sur la solution, ils sont assez faciles de les identifier. Un impact sur les plans comptables, d'où les conséquences également sur les schémas comptables, les schémas d'écriture qui potentiellement seront à revoir. Sur le reporting, évidemment, j'aurai besoin de réimputer forcément des comptes, en supprimer certains pour pouvoir éditer mes états correctement. Et puis, certains retraitements seront à faire pré- et post-clôture. Tout ne sera pas à faire en même temps, on va le voir. Des choses seront à faire le plus tôt possible et d'autres traitements seront à faire d'ici quelques semaines pour pouvoir répondre à la nouvelle norme. Des impacts contextuels également, si vous avez des spécifiques ou des verticaux, si vous avez des interfaces entrantes ou sortantes, donc pour que les communications puissent toujours se faire correctement. Et puis, si vous avez des solutions de reporting externes, des solutions de BI, là aussi, vous aurez peut-être besoin d'imputer ces modifications. Une phase de préparation pour essayer d'anticiper autant que possible la réforme. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Donc, dès que possible, faire la mise à jour de la solution pour bénéficier justement de l'assistant de déploiement de l'ANC 2025, permettant la mise à jour du plan comptable, la mise à jour déjà du reporting et le paramétrage des états financiers. Et puis, lors de la clôture, certaines opérations vont permettre d'implémenter définitivement cette nouvelle réforme et cette nouvelle norme avec la mise à jour cette fois dans la solution des schémas comptables, la mise à jour du reporting et des paramètres des états financiers, et puis des retraitements qui seront à faire lors de la clôture, des réimputations de comptes, des désactivations de comptes, etc. Et la même chose sur les spécifiques verticaux et verticaux métiers, les interfaces entrantes sortantes. Vous aurez besoin cette fois, une fois que le nouveau plan comptable sera disponible et que l'exercice 2025 sera entamé, vous pourrez réaliser ces modifications. Si on doit vous conseiller sur cette partie-là, on a identifié nos 4 étapes qui vont vous permettre d'implémenter cette nouvelle réforme de l'ANC 2025. Et certaines étapes seront à réaliser avant ou après l'ouverture de l'exercice concerné par cette réforme. L'étape 1, elle va débuter dès l'ouverture du nouvel exercice. Donc, je pense que pour la plupart, l'exercice 2025 est déjà ouvert. Donc, vous pouvez dès à présent créer les nouveaux comptes, mais cette fois uniquement les comptes de résultats. Toute la partie bilancielle, on va les traiter un petit peu avant. Là, vous allez pouvoir commencer à créer vos comptes de classe 6 et classe 7 dès à présent pour pouvoir les utiliser sur 2025. L'étape 2, elle, va être à réaliser à la fin de la saisie sur l'exercice précédent. Donc, tant que vous allez continuer à faire des saisies sur l'exercice précédent, vous pouvez mettre cette étape de côté. Et puis, à la fin de la saisie sur l'exercice précédent, vous pourrez mettre en sommeil les comptes de produits et charges qui vont être supprimés et qui auront une nouvelle affectation sur 2025. Tant que vous avez besoin de ces comptes, potentiellement, il faut les laisser actifs. L'étape 3, elle, va être à réaliser après génération des à nouveau définitifs. Donc, une fois que les à nouveau ont été générés définitivement, que vous n'allez pas repasser sur l'exercice précédent, cette fois, vous allez pouvoir créer les nouveaux comptes de bilan et commencer à opérer des réimputations de comptes, à solder les comptes, à réaffecter les comptes qui sont présents dans le journal des à nouveau et mettre en sommeil les comptes de bilan. Pour finir, et ça c'est la dernière étape qui va être, on va dire, fin avril, mai, voire même sur le mois de juin, vous allez pouvoir réaliser la mise à jour des états afin de prendre en compte ces modifications de plan comptable, ces nouveaux comptes, ces anciens comptes, et que vous ayez des états qui soient à jour. Pour rappel,
cette nouvelle norme, donc la nouvelle norme ANC 2025, c'est 65 comptes qui vont être ajoutés, 220 comptes qui vont être supprimés du plan comptable, et puis 80 comptes qui vont être réimputés euh, pour, euh, pour solder d'anciens comptes et les imputer sur des nouveaux comptes. Si on fait un petit point de ce que l'on a vu précédemment, et s'il faut retenir quelque chose, ça va être ces éléments-là. Donc, c'est bien obligatoire pour tous les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Donc, toutes les entreprises sont concernées par cette réforme à compter du 1er janvier. Elle va avoir des impacts sur la façon de tenir votre comptabilité. En l'occurrence, la suppression du transfert de charges va être un impact important. La réforme du résultat exceptionnel également. Vous allez disposer de nouveaux modèles d'état financier et de nouvelles plaquettes qui vont être unifiées. Et puis, votre nouveau plan comptable va être composé de comptes obligatoires et de comptes facultatifs. Actuellement, la comptabilité Sage en V11 vous permet de disposer d'un nouvel assistant de mise en conformité dans le cadre de cette réforme. Le jeu d'essai a été adapté. Des modèles d'impression et des modèles d'état sont adaptés également. Et tout ce qui est bilan et compte de résultats ont été ajustés également dans l'application. Après la campagne 2025, concernant les états comptables et financiers, si vous avez les ECF, vous disposerez de nouveaux modèles de plaquettes. Les états seront eux aussi actualisés par rapport à ce nouveau plan comptable. Et puis, vous allez avoir des états comparatifs avec un différentiel de compte. Et pour finir, c'est le millésime 2026. Donc, lorsque vous allez faire la déclaration lorsque vous allez faire votre classe fiscale concernant l'exercice 2025, vous allez disposer d'une liasse EEDI qui va être actualisée avec les nouveaux formulaires. Pour cette année, vous allez conserver les formulaires habituels. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de vous rapprocher de votre expert comptable. Vous allez avoir les outils qui vont permettre de vous faciliter l'implémentation de cette nouvelle réforme. Par contre, c'est l'expert comptable qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous guider, vous aider, vous conseiller dans le cadre de ces nouvelles méthodes de comptabilisation, suppression du transfert de charges, le résultat exceptionnel. Voilà, l'expert comptable est là pour vous aider dans cette partie. Assez discuté, je vous propose qu'on puisse vous présenter tout ça dans les applications et je vais passer la main à Christophe afin que vous ayez une démonstration dans les applications de ce que l'on a vu précédemment. Christophe, normalement, tu as la main. Exactement. Je vais partager effectivement mon écran. C'est bon, Bruno? Tout le monde voit mon écran V11? On voit ta compta en V11, c'est parfait. Eh ben, c'est parfait, voilà. Écoutez, oui, donc, afin d'illustrer les propos de Bruno et sur cette nouvelle norme ANC 2025, alors sachez-le, c'est une norme qui est portée par l'Union européenne, qui permettra effectivement de faciliter la lecture des états financiers, quel que soit l'État membre de l'Union européenne. Donc, si on reprend, rappelez-vous les 4 étapes que Bruno vous a présentées. L'étape 1, c'est de créer les nouveaux comptes de charges et de produits dès l'ouverture de mon nouvel exercice. Donc, pour cela, avec la V11 de cette G100, nous disposons maintenant d'un assistant que vous retrouvez dans le menu structure plan comptable qui s'appelle assistant de modernisation. D'accord? Donc là, je vais répondre à cette première étape. Je vais ouvrir mon assistant de modernisation et je vais lui demander justement de mettre à jour mon plan comptable. D'accord? Donc je fais suivant. Je vais dire que je vais tout simplement ajouter les nouveaux comptes à mon plan comptable. Je fais suivant. Ici, m'apparaît la liste de tous les comptes, les fameux 80 nouveaux comptes ou 65 nouveaux comptes. Je vais donc pour l'instant les désélectionner pour ne sélectionner que les comptes de charges et de produits. Donc là, vous voyez, je sélectionne simplement les comptes qui m'intéressent. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de vous rapprocher de votre cabinet comptable, si vous en avez un, parce que forcément, tous les comptes, vous n'êtes pas forcément concernés. Là, dans mon jeu d'essai, vous voyez, j'ai volontairement tout prendre tous mes comptes. Comme ça vous permettra de vous montrer que Sage a fait l'effort de vous afficher tous les comptes concernés, donc tous les nouveaux comptes qui sont théoriquement à créer dans votre plan comptable. Donc, je sélectionne les comptes. Voilà. J'ai pratiquement terminé. Voilà. Tac, tac, tac. Et je vais faire suivant. Voilà. Donc là, il me demande si je veux les créer juste à faire fin. Voilà. Donc là, qu'est-ce que fait le système? Il a ajouté tout simplement les comptes dans mon plan comptable. J'ai toujours pareil, Jean-Luc Traitement qui m'a dit que voilà, tous les comptes. Donc il a créé, vous voyez, 32 nouveaux comptes et il a mis à jour certains comptes qui existaient déjà. Alors pourquoi il les a mis à jour? Parce qu'il faut savoir que certains comptes ne sont pas forcément nouveaux, mais ont changé de libellé. Donc en fait, le libellé du compte n'est plus le même. Donc voilà.
Donc, si bien évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait, automatiquement, il m'a créé donc les comptes. Donc, j'ai répondu à la première étape. OK? Donc, je vais pouvoir démarrer sereinement mon nouvel exercice 2025 avec le nouveau compte demandé par l'ANC dans le cadre de cette réforme. Ensuite, l'étape numéro 2, forcément, je vais passer dans mon exercice 2024. Donc, je vais travailler sur ma clôture d'exercice. Je vais préparer mon bilan et tout ce qui est déclaration fiscale. Et une fois que j'aurai terminé les écritures, lorsque je serai certain de ne plus avoir d'écriture à passer sur l'exercice, eh bien, je relancerai mon assistant. Donc, je relance mon assistant de modernisation, toujours dans une logique de mettre à jour mon plan comptable. Et là, cette fois-ci, j'irai mettre en sommeil. Donc là, les comptes qui ne m'intéressent plus. Notamment, c'est ce que me dit effectivement l'assistant. Vous voyez, cette étape devra se faire en 2 temps. Première étape, dès la fin de la saisie, sur les comptes de charges et de produits. Et ensuite, bien sûr, pour les comptes de bilan, une fois que j'aurai terminé mon exercice 2024 et que j'aurai généré mes reports à nouveau définitifs. Donc là, je vais donc faire suivant. Voilà. Là, il m'affiche la liste. Alors, très intéressant. Vous voyez, il va m'afficher tous ceux qui sont, par exemple, non soldés. Donc, ça permet effectivement de voir si je n'aurai pas effectivement des comptes, notamment des comptes de bilan qui ne seront encore non soldés. Donc là, je vais les demander tous. Pareil, je vais tout désélectionner. Voilà. Et je vais simplement mettre en sommeil tous les comptes que j'ai dans ma base qui concernent. Donc là, je vais prendre tous ces comptes-là et je vais les mettre en sommeil. Voilà. Je fais suivant. Et là, je vais faire oui, et je vais les mettre en sommeil. Voilà, c'est terminé. D'accord? Donc, ce qui peut dire que maintenant, ces comptes-là ont été mis en sommeil. Si j'appelle, par exemple, un compte 79, vous savez que cette réforme porte essentiellement sur tout ce qui va être résultat exceptionnel. Donc, les 775, on va essayer oui, c'est vrai, on les voit plus dans la liste. Ils les a mis automatiquement au sommeil. Voilà. Vous voyez, mais les a mis automatiquement au sommeil. Ce qu'on vous conseille également, nous, chez Apogea, c'est pour éviter des erreurs de saisie, parce que ces comptes, il va falloir qu'on apprivoise, si je puis dire, les nouveaux comptes. Dans vos paramètres société identification, bien sûr, de dire ici, d'interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil. D'accord? Ça veut dire que si demain, je saisis sur un compte mis en sommeil, j'aurai un message qui m'interdira de l'utiliser. Donc là, voilà. Donc, j'ai répondu aux deux premières étapes. Donc, j'ai créé mes nouveaux comptes pour l'exercice 2025, mes comptes de résultats. J'ai mis en sommeil, une fois que j'ai terminé la saisie de mes écritures, j'ai donc mis en sommeil les comptes de résultats. Dernière étape, une fois que j'aurai lancé mes reports à nouveau définitifs, donc je vais me simuler comme quoi j'avais terminé mon exercice. Donc là, je vais lancer mes reports à nouveau. Là, je vais volontairement rapidement. Voilà, donc là, il lance mes reports à nouveau. Une fois que les reports à nouveau sont générés, on part du principe que mon exercice est terminé, mon exercice 2024. Donc, je vais pouvoir lancer justement la création des comptes de bilan, donc des comptes de classe 1 à classe 5. Donc, pareil, structure, plan comptable, assistant de modernisation. Je continue à mettre à jour mon plan comptable. Et cette fois-ci, je vais le faire à partir des comptes de bilan. Voilà. Donc là, je vais sélectionner tous les comptes de bilan et je vais donc désélectionner les comptes de résultats. Bon, bien évidemment, je peux très bien tous laisser sélectionner, sachant que, bien évidemment, il ne va pas me créer 2 fois les comptes de bilan, les comptes de résultats. Voilà, c'est terminé. Donc là, on voit dans le journal de traitement qu'il m'a créé 40 nouveaux comptes et qu'il a donc renommé. Voilà, il existe déjà. Donc, tout ce qu'il a fait par rapport à ça. Logiquement, tous ces comptes, alors j'aurais dû le noter, n'étaient pas soldés. Je retourne sur mon écriture d'à nouveau. D'accord? Donc, je vais sur mon journal d'à nouveau. Voilà. RAN. Et bien sûr, ici, je vais donc remplacer les comptes de bilan par le nouveau compte de bilan. D'accord? On pourrait aussi utiliser la réimputation comptable par le menu traitement réimputation de compte, où là, vous pouvez dire ce qui était dans ce compte-là, je le mets dans ce compte-là. C'est-à-dire ça, c'est plutôt que j'irai vous conseiller. D'accord? Bon, voilà. Donc, j'ai préparé mon plan comptable. Vous voyez, donc, grâce à la B11 et cet assistant de modernisation, c'est vraiment très bien guidé par Page. Ensuite, dernière étape, c'est de préparer effectivement mes éditions. Parce que forcément, qui dit nouveau compte dit adaptation des modèles d'édition. Donc, pour ceux d'entre vous qui utilisez aujourd'hui tout ce qui va être état, bilan, compte de résultats que vous retrouvez ici, mais également tout ce qui va être rapport d'activité, tout ce qui concerne les éditions de fin de période, d'accord? Eh bien, on utilise depuis des années avec 700 un petit fichier qui s'appelle le param DCR, paramétrage du bilan, compte de résultats. Depuis la version 11, maintenant, on peut avoir autant de modèles de paramétrage que nécessaire. D'accord? Voilà pourquoi ils ont rajouté une entrée de menu dans le logiciel, dans les paramètres société, qui s'appelle paramètres fiscaux. Et ici, vous voyez, vous retrouvez ici le modèle standard. Le modèle standard, c'est celui que vous utilisez aujourd'hui pour sortir vos bilans et comptes de résultats. D'accord? Là, ce que je vais faire, je vais lancer l'assistant de modélisation des états financiers, qui est le même raccourci, c'est un autre moyen d'accéder à cet assistant. Et cette fois-ci, vous voyez, je veux mettre à jour le paramétrage de mes états. D'accord? Sage a
bien sûr, réfléchi et s'est dit, mais attention, si j'ai besoin en 2025 de ressortir un état portant sur l'exercice 2024, il faut surtout que je garde mon ancien paramétrage. Donc voilà pourquoi, quand je mets à jour mon paramétrage, qu'est-ce que fait le logiciel? Il va télécharger, vous voyez, un fichier de paramétrage sur Internet. Donc je vais donc faire suivant. Voilà. Donc là, et je vais bien sûr créer un nouveau modèle. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre à jour mon modèle à moi, je demande à l'assistant de me créer un nouveau modèle. Donc là, je fais suivant. Voilà. Et là, je fais 100. Voilà. Et là, automatiquement, vous allez voir, quand je vais retourner dans mes paramètres fiscaux, il m'a créé un nouveau modèle. Je vais bien sûr le renommer, par exemple, ANC 2025. Voilà. Que je pourrais définir comme modèle principal quand j'aurai terminé mon exercice, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, le fait d'avoir créé ce nouveau modèle, et lorsque je vais, par exemple, modifier mes fourchettes ou dans mon bilan et mon compte de résultat, je choisirai sur quel modèle je vais faire cette modification. Et maintenant, sur chaque édition, lorsque je vais lancer, par exemple, un bilan, un compte de résultat à partir du menu état, exemple, un état, bilan, compte de résultat, je vais choisir quel modèle je veux, sur quel modèle je veux qu'il s'appuie pour me sortir, justement, cet état. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous présenter rapidement avec Bruno sur cette nouvelle réforme du plan comptable 2025. Bien évidemment, ça va surtout impacter ceux d'entre vous qui utilisent les déclarations fiscales avec états comptables et fiscaux ou Sage Fiscalité. Hein, donc là, par contre, attendez-vous à avoir une mise à jour assez rapide. Hein, en tout cas, ça portera surtout sur votre exercice 2025, donc pour les déclarations fiscales de 2026. Voilà Bruno, je te rends la main, j'ai fini ma petite présentation. Merci Christophe. Je vous en prie. On va aborder un nouveau sujet à présent qui va être le Sage Network, qui est l'une des nouveautés également de la version 11 de Sage. Et cette fois, le Sage Network et le Sage Connect est en lien avec la réforme de la facture électronique. Réforme qui est toujours en cours d'actualité, et encore plus aujourd'hui. Avant de présenter ce Sage Network et ce Sage Connect, on va évoquer un petit peu le calendrier de facturation qui va arriver. On n'a plus que 20 mois pour se préparer à présent, peut-être même 19, parce que ça, ce slide a été fait il y a un mois à peu près. Donc, la date butoir approche petit à petit. Les deux dates importantes qu'il faut retenir, c'est toujours septembre 2026, où au plus tard, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir les factures électroniques. Quelle que soit la taille de l'entreprise, tout le monde devrait être en capacité de recevoir ces factures dématérialisées. Et seules les ETI et les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre ces factures. Donc, toutes les entreprises auront cette obligation de réception. Concernant l'émission, c'est en septembre 2027 que toutes les entreprises auront donc cette obligation d'émission de factures dématérialisées. Et encore une fois, on est sur des dates butoirs, donc c'est au plus tard au 1er septembre 2026 ou septembre 2027. Rien n'empêche d'anticiper cette réforme. Quelques cas d'usage ont été gérés et sont pris en compte dans le dernier cahier des charges qui a été mis à disposition par l'administration. Tout est consultable sur le site, sur les publications gouvernementales. Donc, vous y accédez évidemment. L'actualité de la facturation, toujours en lien avec la facturation électronique, c'est la réorientation du PPF, donc, qui date du 15 octobre 2024. Donc, le calendrier n'a pas changé à cette date. Par contre, ce qui a été communiqué comme information, c'est que le PPF ne va plus se limiter qu'à la construction d'un annuaire des destinataires. Donc, toutes les entreprises qui seront concernées par cette réforme seront centralisées dans cet annuaire hébergé sur le PPF. Annuaire qui permettra de gérer tous les échanges entre les plateformes, les clients, les fournisseurs, l'administration, etc. Et ce PPF ne permettra plus qu'à centraliser toutes les données qui vont permettre la remontée vers l'administration fiscale. Donc, à une époque, une entreprise pouvait choisir le PPF comme étant son portail de dématérialisation. Ce ne sera plus le cas. Vous serez dans l'obligation de passer par une PDP, donc une plateforme de démat partenaire qui était prévue de toute façon à l'origine dans le cadre de la réforme. Donc une PDP payante. Et ce seront les seules plateformes qui seront habilitées à distribuer les factures, à les échanger et à renvoyer ces informations à l'administration fiscale. Donc, on le précise bien, toutes les entreprises devront choisir une PDP.
le PPF ne pourra plus être utilisé dans le cadre de ces envois. En septembre 2024, Sedge a eu la bonne nouvelle du côté de la DGFiP. Sedge a été immatriculé comme PDP avec le numéro 52. Ce qui veut dire que le Sedge Network, dont on va parler juste après, va permettre aux entreprises de bénéficier donc d'avantages assez intéressants. Une conformité par rapport à la réforme de la facture électronique. Vous verrez que tout un tas de processus de traitement des factures va pouvoir être automatisé dans les outils. Et puis, vous aurez à disposition un outil sûr et un moyen sécurisé de se connecter et de partager toutes vos données avec les autres organismes. On parle de Sedge Network. On va essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond. Ce fameux Sedge Network va permettre de connecter votre société à votre écosystème. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir échanger avec vos clients et vos fournisseurs par le biais de ces fameux processus automatisés. Donc, ce Sedge Network, c'est ni plus ni moins que la partie PDP de Sedge, qui va permettre d'automatiser et de simplifier les flux, qui va permettre d'échanger une facture avec un fournisseur, de recevoir la facture dans ces outils, de l'émettre aussi, tout ça dans le cadre de processus simplifiés. Lorsque vous allez vous connecter à ce Sedge Network, donc vous avez quelques écrans ici qui vous montrent un petit peu les possibilités de synchronisation des données. Vous aurez donc des processus là aussi simples et automatisés qui vont permettre d'actualiser les fiches tiers, de les mettre à disposition de ce Sedge Network et permettre justement les envois de factures ou la réception des factures. Pour que ce Sedge Network puisse être opérationnel, vous avez besoin d'une application qui va permettre de se connecter et d'échanger ces informations. Et c'est là que le Sedge Network, le Sedge Connect a tout son intérêt, parce que c'est l'application justement qui va permettre d'envoyer une facture à un client ou de réceptionner la facture qu'un fournisseur va vous mettre à disposition. Donc, à partir de la comptabilité, vous aurez une connexion possible pour recevoir vos factures. Et puis, dans la gestion commerciale, vous allez disposer de fonctionnalités permettant, dans ma facture, de la faire parvenir à mon client ou de manière globale, d'envoyer toutes mes factures concernées par cette réforme de la facture électronique à mes clients. Avec la mise à disposition de ce Sedge Network et de ce Sedge Connect, vous allez pouvoir progressivement intégrer les nouveaux processus d'échange. Et vous allez pouvoir vous préparer de manière sereine à cette réforme de la facture électronique qui, je le rappelle, doit être opérationnelle à compter du 1er septembre 2026. Voilà, donc si on fait un petit résumé, on est véritablement sur l'application passerelle entre le logiciel de votre logiciel Sedge et la plateforme de dématérialisation partenaire de Sedge, la PDP Sedge Network. Le lancement ne va pas être fait à tout le monde en même temps. L'objectif, c'est de pouvoir faire un lancement sous contrôle de la première version de cette application en lien avec le Sedge Network. Donc, le lancement a été fait en novembre 2024 et ça va concerner principalement des partenaires de Sedge, dont Apogea, qui vont respecter certaines obligations comme le multi-établissement. L'objectif de ce lancement sous contrôle, c'est de pouvoir déjà assurer un suivi précis et de garantir une expérience client sereine une fois que cette phase aura été passée. Et progressivement, d'autres cas de figure vont être intégrés et ce qui va permettre de prendre en main des nouveaux cas d'usage et des habitudes différentes de ce que vous faites actuellement. Courant 2025, donc là on est dans cette phase qui va prochainement commencer, ce lancement progressif va se faire pour tous les autres utilisateurs Sedge. C'est-à-dire qu'un utilisateur Sedge 100 pourra envoyer sa facture à un autre utilisateur Sedge 100 et les communications vont se faire dans un premier temps entre utilisateurs Sedge 100 uniquement. Progressivement, vous allez pouvoir faire des échanges vers d'autres clients Sedge. Un client Sedge 100 pourra émettre une facture d'une gestion commerciale et la déposer à un client qui est équipé d'une comptabilité 1000 ou d'une comptabilité X3. De même, un client ayant X3 pourra envoyer une facture à un client ligne 1000 ou un client Sedge 100. Tout ça va pouvoir être possible. Et évidemment, d'autres applications Sedge vont être compatibles courant 2025. L'objectif est de valider que ce fonctionnement à une échelle plus réduite, une échelle de clients Sedge 100, qui est quand même un gros volume de clients,
tout soit rodé et permette ensuite de passer sur une réforme, sur un envoi de facture en lien avec la réforme de la facture électronique, donc des clients non équipés d'applications Sage. Un petit point sur la partie technique, on le disait tout à l'heure, le Sage Connect va pouvoir communiquer avec le Sage Network par le biais du Sage Supervisor Service. Donc, un nouveau service sera disponible sur le serveur de base de données, donc il sera installé à côté de la base SQL et permettra de gérer les synchronisations avec le PDP. Si on rentre un petit peu dans le détail, voir un petit peu comment cela va se passer dans les applications Sage, la transmission des factures va pouvoir être faite très prochainement dans les applications Sage avec ce Sage Connect. Donc, un nouveau menu sera disponible et permettra de choisir les factures qui vont être envoyées à vos clients. Donc, des filtres seront disponibles par client, par date, etc. L'objectif étant de pouvoir retrouver ici toutes les factures que vous êtes censé envoyer de manière dématérialisée. Je vais pouvoir sélectionner les factures que je vais envoyer dès à présent, donc factures qui devront être validées évidemment au préalable. Je vais pouvoir les sélectionner et puis les transmettre via ce bouton Sage Connect et les envoyer de manière complètement dématérialisée à mon client. Cette facture, je vais pouvoir également la transmettre directement à partir de mon écran de saisie. Donc là, je suis dans ma facture à comptabiliser. Elle a été validée. J'ai la capacité de visualiser certaines informations liées à la facture électronique, donc des données complémentaires qui vont me permettre de renseigner, pourquoi pas, une référence externe, un code service ou autre. À terme, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, j'aurai un cadre de facturation et un flux fiscal qui, pour l'instant, ne sont pas pris en compte, étant donné qu'on est dans le cadre d'échanges entre clients 7G100. Et puis, une fois que toutes ces informations sont renseignées, je vais pouvoir là aussi transmettre cette facture par le bouton Sage Connect. Donc, on est véritablement là dans un envoi unitaire de facture. J'envoie ponctuellement cette facture. La facture va être générée, va être déposée sur la plateforme et va être mise à disposition de mon client. Le Sage Connect, vous allez le retrouver également à partir d'un portail en mode web, donc une application SaaS, qui va vous permettre de centraliser toutes les factures que vous allez recevoir. Je suis connecté en tant que client, on m'a envoyé une facture, j'ai une notification dans ma boîte de réception qui me dit qu'une facture a été reçue. Je peux aussi avoir un mail à chaque facture que je vais recevoir et toute l'activité de messagerie va pouvoir être automatisée et personnalisée. Je clique sur ma boîte de réception et dans le cadre de ce Sage Connect, je pourrai visualiser toutes les factures qui ont été ici mises à disposition. Je dispose de différents fils, de fonctions de recherche, etc., qui vont me permettre de m'y retrouver. Et en cliquant sur la facture, je vais retrouver dans cet écran ma facture au format PDF sur la partie droite. PDF que je vais pouvoir soit imprimer, soit télécharger si j'en ai besoin. Et puis, je vais retrouver également la possibilité d'approuver ou d'accepter cette facture ou de la refuser parce que ce n'est pas une facture qui me concerne ou pour différentes raisons. Et donc là, on rentre déjà dans les statuts obligatoires imposés par la réforme de la facture électronique. À partir du moment où j'approuve cette facture, je vais pouvoir récupérer cette dernière dans l'un de mes outils 7G100. Que ce soit la comptabilité ou la gestion commerciale, cette facture va pouvoir être récupérée dans l'un ou l'autre des outils. C'est pour ça que vous allez avoir dans la version 11 aussi la possibilité d'indiquer au niveau du fournisseur à partir de quel logiciel vous allez récupérer cette facture. On peut imaginer que les frais généraux seraient récupérés uniquement dans la comptabilité. Et puis, les factures liées à mon activité, je les déverse dans la gestion commerciale pour que ça permette de transformer un BL en facture, par exemple, ou une commande en facture. Ou alors, selon différentes informations, ça peut être un Sage ACS qui va récupérer la facture pour la soumettre à la validation de différents valideurs. Quand je récupère ça dans la GESCOM, je retrouve dans mon menu Sage Connect la partie réception des factures fournisseurs et je vais avoir ici accès à la liste de toutes les factures qui ont été approuvées précédemment. Tant que je n'ai pas approuvé ma facture, elle ne sera pas accessible dans ma comptabilité ou ma gestion commerciale. Côté comptabilité, une fois que la facture a été récupérée, je vais retrouver sur la partie gauche une prévisualisation de la facture et sur la partie droite
une extraction des données. Donc, l'application va exploiter le fichier XML qui va permettre d'identifier précisément des montants, des quantités, des dates, des références, des désignations, etc. et me permettre d'exploiter ces données. En complément, et cet onglet-là n'est valable que dans le cas où vous disposez donc du fameux Sage Data Clean and Control. Et donc là, on a une évolution du module qui ne fait plus que du contrôle, mais aussi de l'automatisation. Le système va vous permettre de retrouver une imputation comptable qui sera modifiable et qui permettra d'enregistrer la facture dans la comptabilité sans avoir quoi que ce soit à faire. Cette imputation comptable est proposée ici, va reprendre toutes les informations qui ont été récupérées dans la facture et je vais pouvoir, en approuvant la facture, en validant cette facture, la retrouver dans ma comptabilité. J'appuie sur mon bouton. Cette écriture se génère dans mon logiciel, dans mon journal, comme si je l'avais saisie à la main, avec un e-statut qui va me permettre d'identifier qu'elle a bien été approuvée et qu'elle provient d'un flux d'informations automatique. Donc ça, je répète, c'est vraiment le Sage Data Clean and Control qui va permettre d'automatiser la génération de l'écriture. Sans lui, je serais dans l'obligation de saisir cette écriture manuellement. Je visualiserai la facture, mais je ne pourrais pas faire de traitement automatique à partir de là. Le pendant dans la GESCOM, là aussi, je vais pouvoir faire la réception de mes factures fournisseurs, visualiser les factures qui sont à ma disposition, les récupérer avec une visualisation du PDF et l'extraction des données commerciales, références, désignations, quantité, etc. Et je vais pouvoir, là aussi, à partir du moment où je dispose, là aussi, du Sage Data Clean, faire un rapprochement automatique de cette facture avec une commande ou un BL qui aurait été saisi dans la gestion commerciale. Ce rapprochement va pouvoir se faire tout ou partie. Si je n'ai pas de souci, comme c'est le cas là, je vois que ma première référence a pu être rapprochée de manière automatique avec la petite coche verte. Et puis, dans le cadre de ma deuxième référence, mon colis en argent, le rapprochement n'a pas pu être réalisé parce que j'ai peut-être une différence de prix, une différence de quantité, enfin, voilà, des informations qui ne me permettraient pas de m'assurer du rapprochement automatique. Dans ce cas-là, si je n'ai pas la possibilité d'aller jusqu'au bout du rapprochement automatique, je vais pouvoir, moi, rapprocher ma facture de mon BL en sélectionnant les informations par le bouton Voir associé. Je vais sélectionner les lignes qui correspondent, ce qui va me permettre d'associer manuellement les informations de ma facture à mon BL, d'approuver ce rapprochement et donc derrière de générer la transformation de mon document qui était peut-être en BL ou en commande, peu importe. Ça va me générer dans la gestion commerciale une facture, donc une transformation de document automatique. Dans la facture qui aura été approuvée, donc on voit qu'un nouveau statut est disponible, un nouveau type de facture, je dirais facture approuvée. Je peux consulter le cycle de vie de ma facture et retrouver tout un tas d'informations sur le flux fiscal, sur des données d'identification de la facture, sur le cycle de vie avec le e-statut qui me permet de voir qu'elle a bien été approuvée. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, on le disait, ça va venir progressivement. Pour l'instant, les partenaires Sage, dont Apogea, commencent à faire des tests et à valider le mode de fonctionnement de manière dans un cadre restreint. Et petit à petit, l'ouverture va se faire à tous les clients Sage 100, puis les clients Sage dans la globalité pour préparer cette réforme de la facture électronique. Un point très important, toute la partie compliance PDP est intégrée nativement dans les applications Sage 100. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de coûts supplémentaires pour bénéficier de ces fonctionnalités-là. Dans un certain volume de facturation, et pour la partie Sage 100, vous êtes sur un plafond mensuel d'utilisation de 1000 factures. Donc, à partir du moment où vous avez un plafond, enfin, vous réceptionnez ou vous envoyez moins de 1000 factures par mois, et je le précise, c'est bien par mois, l'application, la dématérialisation des factures sera intégrée à votre outil. Ce qui représente grosso modo, d'après l'étude qui a été faite par Sage, plus de 95% des clients Sage 100. Il y a quelques clients ayant des très gros volumes qui ne seraient pas concernés. Mais un client Sage 100 aujourd'hui, il va pouvoir bénéficier du Sage Network, du Sage Connect de manière gratuite
jusqu'à 1000 factures électroniques par mois. Et puis au-delà, vous aurez une tarification spécifique qui va s'appliquer, mais ce qui va être très rare à ce niveau-là. Donc un point vraiment très important, cet accès gratuit. Après avoir parlé des principales nouveautés, donc des 2 points importants légaux et réglementaires avec l'ANC 2025 et la partie réforme de la facture électronique, on va peut-être faire un petit focus au niveau de la comptabilité et de la gestion commerciale, donc d'autres nouveautés fonctionnelles qui vont venir se rajouter avec là aussi une petite refonte de l'Intuit qui va reprendre une nouvelle charte graphique, des nouvelles icônes plus modernes et surtout des nouveaux tableaux de bord et un volume de tableaux de bord plus important. Vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas d'informations qui vont vous permettre d'avoir une vision plus précise de la situation en comptabilité, en gestion commerciale, des graphiques, des listes d'informations, des KPI qui vont vous permettre visuellement d'avoir la donnée de manière beaucoup plus précise qu'avant. Également, une nouveauté importante et qui a été remontée par les utilisateurs, donc c'est la mise à jour dans le cadre de l'API Sirène et VIES, donc les API qui permettent de renseigner de manière automatique les informations de numéros Sirène, d'adresses, etc. sur les fiches tiers. Une option est disponible maintenant pour conserver la gestion des majuscules dans les adresses. Donc, et de conserver la façon de faire. Si vous faites tout en majuscules, l'application vous permettra de récupérer les données de l'INSEE de manière identique. Vous disposez également de nouveautés en lien avec la partie archives. Donc, vous avez une nouvelle signature pour la génération des archives. Et surtout, maintenant, pour retrouver vos archives, vous avez la possibilité, lors de la sauvegarde fiscale des données, de pouvoir retrouver l'historique de toutes vos sauvegardes fiscales précédentes et de pouvoir les consulter de manière simple, sans être obligé de passer par l'explorateur Windows, aller chercher à droite, à gauche. Là, que vous soyez avec un espace de stockage Office 365 ou en stockage local, vous pourrez retrouver toutes ces archives directement en cliquant sur le bouton Visualiser. D'un point de vue comptabilité également, vous allez avoir des fonctionnalités, des améliorations liées aux impressions en devise avec la possibilité de sortir des balances tiers dans une autre devise que la monnaie de tenue de compte. Et le choix se fera dès l'édition avec la sélection de la devise. Donc, on n'est plus sur une simple application de conversion. Là, on va sortir une balance avec les montants qui ont été saisis en devise à l'instant T. Également, les soldes progressifs vont être mis à jour dans la comptabilité. On l'avait sur la partie tiers, donc maintenant, vous l'avez également en interrogation générale, la possibilité de retrouver les soldes progressifs dans la colonne de droite, ce qui permet de visuellement avoir une information pertinente. Autre point qui a été remonté par les utilisateurs, avec la modification rafale des informations sur les lignes d'écriture, pour éviter les erreurs ou les clics malheureux, à présent, lorsque vous allez modifier une information sur une écriture, modifier un libellé ou une référence, le message vous demandant si vous souhaitez appliquer cette modification à toutes les lignes, la réponse est positionnée sur le nom, ce qui vous évite, en appuyant sur la barre espace ou sur une mauvaise touche, de l'appliquer automatiquement à toutes les lignes, ce qui n'est pas forcément voulu. Donc là, par défaut, c'est le nom qui est pris en compte, ce qui vous évite de réaliser une petite erreur. Et puis, vous allez retrouver aussi tout un tas de nouveautés en lien avec le lettrage, le délettrage, le lettrage automatique. Des optimisations ont été apportées dans le cadre, évidemment, de la réforme de la facturation électronique, parce que l'objectif, c'est de vous simplifier la vie là-dessus. Donc, le fait d'avoir mis en place tout un paramétrage qui permet d'automatiser la TVA et donc à terme de contrôler ce que le portail public de facturation va récupérer comme information. Ces fonctions de lettrage et délettrage ont été optimisées. La génération des registres, la régénération des registres également, tout ça a été optimisé et vous permet donc d'améliorer les traitements et de les rendre plus fiables et plus rapides. Voilà pour cette partie nouveauté. Christophe, est-ce qu'on a le temps là de faire un petit point dans la comptabilité?
Je veux pas Bah écoute, il nous reste 10 minutes d'après le temps imparti par Jessica, donc oui, je peux rapidement présenter. Vous avez vu que ces nouveautés, bon, les nouveautés majeures, c'est quand même essentiellement l'assistant ANC 2025 et les préparations à la facture électronique grâce au Sage Network, Sage Connect. Mais je peux effectivement rapidement vous présenter ce que vous avez présenté via des slides de Bruno. Donc, vous allez voir, vous avez déjà pu constater effectivement que l'Intuisate avait connu une légère refonte, une restylisation des tuiles, mais surtout, ce qui est sympa, c'est le nouveau tableau de bord. Voilà, quand je clique sur tableau de bord, ici, là, voilà, vous voyez, bon, c'est un peu plus sympathique. Hein, on a des documents, des widgets un peu plus modernes que ce qu'on avait avant. Hein. Donc, sinon, par rapport aux autres aussi, ouais, ils sont interactifs. C'est qu'on va pouvoir activer certains graphiques et les désactiver. Voilà, si je veux voir que mes clients, mes fournisseurs sur l'évolution de ces tableaux, je vais pouvoir cliquer. Ouais. Voilà. Non, c'est quoi tu voulais montrer quoi? Excuse-moi, Bruno, j'ai pas entendu. Voilà, si tu cliques sur client, fournisseur, sur la droite de l'évolution des encours, le système va te permettre d'afficher l'un ou l'autre. Voilà, au milieu. Le graphique que tu as au milieu. Tu vois, à droite, tu as client, fournisseur, trésorerie disponible. Client, fournisseur, trésorerie disponible. Alors, attends. Ici, là? Voilà, ici, à droite, tu vois, tu as la petite légende. Ah oui, d'accord. Ah, oui, excuse-moi, oui, effectivement. Oui, désolé, on va dire que c'est le matin. Voilà, donc voilà, effectivement, donc là, vous pouvez dire, admettons, voilà, je ne veux voir que les encours de mes fournisseurs. Parce que là, je ne veux pas voir les clients. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, effectivement, ce tableau de bord était mis à disposition, mais on avait très très peu de moyens de le personnaliser. Là maintenant, effectivement, il est un peu plus, déjà, il est mieux stylisé et on peut effectivement faire des filtres un peu plus personnels. Voilà. Donc, sinon, dans les autres nouveautés que tu as présentées rapidement à travers les différentes slides, donc c'était effectivement au niveau de la fameuse API Sirène, qui permet effectivement de renseigner automatiquement les adresses des tiers, donc qui se trouvent dans l'échange de données que vous avez ici. Maintenant, vous voyez, on est capable de conserver les majuscules dans les fiches tiers, parce que dans les versions 10, lorsqu'on faisait une recherche d'adressage via l'intitulé du tiers ou via son numéro de sirène tirette, les coordonnées adresses étaient avec la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Maintenant, on peut demander à ce que tout soit saisi en majuscule. Voilà, ça c'est on va dire, et ça, comme l'a dit Bruno, j'insiste lourdement, c'est grâce à vous, c'est grâce à Sage Customer Voice, je suggère, où là, Sage a bien sûr tenu compte de vos remarques, par rapport à ça. Donc toujours pareil, dans les nouveautés comptabilité, c'est vrai que dans le menu personnalisé ici, on a la possibilité d'indiquer le répertoire, où on va aller stocker. Vous savez, lorsque vous faites un archivage d'un exercice, par exemple, et c'est vrai qu'il faut aller le chercher. Là maintenant, depuis la version 11, lorsque vous êtes dans la sauvegarde fiscale des données, vous avez moyen, tout de suite, d'aller chercher. Là, bon, j'en ai pas dans mon jeu d'essai, et là, en fait, il me présente directement toutes mes données d'archives depuis X années. Donc là, j'ai plus besoin de chercher par mon explorateur Windows. J'ai un petit bouton visualisé directement via l'entrée de menu, sauvegarde fiscale des données. Voilà, donc ça c'est sympathique. Ensuite, au niveau des nouveautés, lorsqu'on est effectivement sur un compte général, on va prendre par exemple un compte de Plastis, voilà, on va prendre, admettons, ce compte-là, voilà. Donc j'ouvre le détail de ce compte, et vous voyez que maintenant, voilà, j'ai le solde progressif qui apparaît. Donc ils ont mis sur les comptes généraux ce qu'on avait jusqu'à présent uniquement sur les comptes de tiers. Voilà, donc je continue à défiler les nouveautés. Donc effectivement, là, ça avait été souvent demandé par vous lorsqu'on modifiait une écriture en saisie. Donc je vais prendre par exemple, je vais mettre sur 2025, j'ai un peu moins d'écriture. Voilà, je vais aller sur mes journaux de saisie. Je vais prendre par exemple une écriture d'achat que j'ai passée en 2025. Vous voyez, le libellé de l'écriture, je veux le changer. Voilà, je veux changer le libellé. Et là, jusqu'à présent, par défaut, lorsque je modifiais le numéro de facture, la référence, le libellé d'une des lignes de l'écriture, de la pièce, eh bien, il me proposait le oui par défaut. Là, maintenant, vous voyez, j'ai le nom qui est mis par défaut. Ce qui veut dire que par défaut, il ne modifie les éléments que de la ligne qui a été modifiée et ne répercute pas cette modification à l'ensemble des éléments constituant cette ligne, constituant l'écriture, pardon. Donc, sinon, également, au niveau des autres nouveautés, alors, on l'a vu également pour ceux d'entre vous qui utilisent le multi-devise dans cette JSON, lorsque vous sortez maintenant une balance des tiers, donc je vais dans mes états tiers balance des tiers, voilà, en choisissant avec critères étendus, je peux maintenant obtenir une balance de devises en 6 colonnes devises. Et là, comme l'a dit Bruno, je choisis la devise qui m'intéresse. Et lorsque je vais lancer l'édition, avant, il faisait une conversion à partir de la parité euro. Maintenant, il va reprendre directement le montant qui est affiché dans la devise au moment de la saisie d'écriture. Voilà. Et puis, autre petite nouveauté, effectivement, autre petite nouveauté qui est importante, parce que, comme vous le savez, la réforme de facturation électronique, sa genèse porte quand même sur le contrôle à la fraude à la TVA. Donc, bien sûr, Apogea vous encourage à utiliser
l'outil de déclaration de TVA de Sage via les registres de taxes. Ça veut dire que maintenant, lorsque je lance, par exemple, sur des comptes de tiers, je vais lancer, par exemple, un libellé automatique, quand je vais lancer un lettrage automatique, donc je vais interroger mon compte et je vais lancer un lettrage automatique, voilà. Maintenant, vous voyez, il propose de générer automatiquement les registres de taxes des règlements pour ceux d'entre vous qui êtes sur TVA, encaissement, décaissement. Voilà, Bruno, les petites nouveautés, mais qui sont sympas, qui ont été rajoutées à la V11. Donc, vous voyez, la V11, c'est pas ça. C'est surtout l'ANC 25 et la continuité de la mise en place de la réforme facturation électronique. Et comme le disait Christophe, n'hésitez pas à remonter des suggestions auprès du Sage Customer Voice, parce que Sage a beaucoup d'intérêt à ces remontées et permet de les intégrer à ces nouvelles versions fréquemment. Donc, les meilleurs retours sont ceux que vous faites sur cette plateforme. Jessica, est-ce qu'on a fait le tour là? Est-ce que tu as Oui. des questions? On a quelques petites questions. Là, il nous reste à peu près 4 minutes. On a des petites questions, je vous les lis. Si nous prenons une PDP qui ne sera pas Sage, est-ce que nous aurons besoin de Sage Network et Sage Connect? Alors, non. Si vous passez par une autre PDP, ça veut dire que vous allez... tout va dépendre après dans quel but vous allez choisir une autre PDP. Mais si c'est pour une émission de facture, ça veut dire que c'est la PDP qui va être sélectionnée, qui va traiter ces factures, et vous n'aurez pas de lien automatique entre votre outil, Sage 100, et la PDP que vous auriez choisi. Là, l'avantage d'une PDP Sage avec des outils Sage, c'est que d'une part, tout est en conformité nativement, et en plus, les communications se font de manière très simple et fluide, sans avoir besoin de faire tout un tas de manipulations. Oui, puis pour compléter ce que dit Bruno, n'oubliez pas qu'en fait, vous pouvez ne pas vous limiter à une seule PDP. Vous pouvez choisir plusieurs PDP. Donc rien ne vous empêche, par exemple, si vous avez la compta Sage 100, d'utiliser Sage Connect pour récupérer vos factures fournisseurs, donc en mode réception, et d'avoir une PDP qui est liée à votre outil de facturation métier, par exemple, pour l'envoi de vos factures à vos clients. Sachant encore une fois que Sage ne facturera rien du tout sur la partie PDP. Et comment Sage Connect sera-t-il connecté à ACS? Alors, un connecteur sera disponible, donc il y aura un petit paramétrage, comme c'est le cas avec les applications Sage 100. Et à partir justement des informations qui seront déterminées dans la fiche du fournisseur, je serai à même de déterminer si ma compta récupère la facture ou pas. Et donc, dans ACS, j'aurai cette même possibilité-là. Les connecteurs, c'est un peu le même principe que connecter une boîte mail ou connecter un fournisseur Orange ou autre. Je vais renseigner certaines informations qui vont me permettre d'associer mon ACS à ma plateforme de démat partenaire, donc mon PDP Sage, ce fameux Sage Network. Donc, ça sera très simple à mettre en place et la connexion sera native aux applications Sage. Et si on n'intègre pas, si on n'approuve pas la facture dans Sage Network, est-ce qu'elle sera intégrée à la comptabilité? Non. Si en amont la facture est refusée sur le portail, cette facture ne sera pas mise à disposition de la comptabilité et ne pourra pas remonter sur Sage, que ce soit en compta ou en gestion commerciale. C'est-à-dire qu'on la refuse dès le début. Alors là, pour l'instant, on est sur une phase de test, donc ces cas-là sont remontés de toute façon à Sage et ils verront comment ça se passe s'il y a un refus qui a été donné par erreur ou autre. En tout état de cause, une facture doit être approuvée sur le Sage Network, le Sage Connect, pour qu'elle soit accessible côté Sage 100. J'ai une question par rapport au plafond mensuel de 1000 factures. Est-ce qu'il est cumulable et reportable sur le mois suivant, si ils n'utilisent pas tous les crédits? Non, d'après ce qu'on a eu comme information, c'est un plafond mensuel. Il n'y a pas de report du nombre de factures. C'est au moins le mois. Donc, c'est un plafond mensuel d'émission et de réception. Donc, je peux avoir 300 factures d'achat d'un côté, 600 factures de vente de l'autre. Je serai toujours en dessous de mon plafond de 1000 factures. Mais si j'en fais 50 un mois et 2000 le mois suivant, Sage, je ne le prévois pas comme ça pour l'instant, encore une fois. J'ai une question sur la V11. Est-ce qu'il est possible dans Sage 100 V11 de paramétrer la balance AG client en distinguant les factures à échoir dans 10 jours, 20 jours, 30 jours, etc.? Alors,
j'ai une petite coupure au moment le plus Oui, important. si on peut. Bah, de toute façon, la balance âgée de Sedge-100, vous pouvez définir vous-même les périodes de la balance âgée. Par défaut, il propose 30, 60, 90 et plus, mais vous pouvez effectivement changer ces critères au niveau du colonnage. Hein. Donc ça, c'est pas du tout lié à la V11. Hein. Les états V11, c'est essentiellement pour préparer justement la NC25 et avoir des paramètres BCR différents en fonction des plans comptables. C'est tout. Hein. Alors, j'ai une dernière question. Si nous avons une comptabilité sans plantière et que nous ne passons pas par Sage en facturation, dois-je quand même avoir un plantière? Non. Bah, le plantière n'est pas obligatoire en compta. Hein. Ce qui est obligatoire, c'est le plan comptable général. Hein. Oui, mais alors pour la partie facture, oui, ça veut dire pour que la toute partie, la partie facturation client et fournisseur est gérée par d'autres outils, mais qui se déversent dans la comptabilité sans avoir cette notion de tiers. moi, je vois pas pourquoi ça empêcherait. Non, ça, non. Question intéressante. Non, pour moi, je vois pas pourquoi. Mais par contre, dans ce cas-là, bien évidemment, on n'utilisera pas du tout Sage comme pour envoyer les factures, ni réceptionner les factures. Ou là, faut passer par un tiers. Là, ça veut dire que c'est pas Sage qui serait la plateforme de démat. Exactement, oui. Ça serait une autre plateforme de démat qui serait associée aux outils de facturation qui gèrent à la fois les factures clients et fournisseurs. Donc, encore une fois, la clé unique qui permet d'identifier les tiers, c'est le numéro SIRET, ce qui permet de faire des imputations automatiques d'une facture sur un client, sur un fournisseur, etc. C'est ça, c'est ça. Mais J'ai si une c'est juste personne pour tenir une qui utilise, comptabilité, oui, on peut. Oui, pardon. j'ai une personne qui utilise l'outil Zendoc. Est-ce qu'elle demande si elle doit créer aussi un plantière dans la comptabilité ou pas? Bah, Zendoc à l'origine, c'est une GED qui permet effectivement de faire de la démat des factures fournisseurs. Nous, en tout cas, l'écriture comptable, comptablement parlant, on n'est pas obligé d'imputer un tiers à une écriture. Après, c'est plutôt pour le suivi du paiement. Par exemple, si vous voulez payer la facture via un moyen de paiement, là, par contre, il nous faut un tiers. Et là, faut voir par rapport à votre système d'information, mais si c'est uniquement envoyer une facture de Zendoc dans un 401 général, on n'est pas obligé de préciser un compte de tiers sur Sage. Hein. Après, c'est plus pour le suivi du paiement, par contre. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois beaucoup de personnes qui vous remercient pour cette présentation très complète. Merci à eux pour leur disponibilité. Écouter et avoir participé à ce webinaire, en sachant qu'un autre webinaire aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, Christophe, la date le 18 février. Voilà, 18 février. Et on reparlera entre autres c'est la partie ACS, me semble-t-il, au mois de février, c'est bien ça? Oui, on va faire un focus effectivement sur ACS et notamment la version preview 2.0 d'ACS. Voilà, donc je vous invite également à vous y inscrire pour voir un petit peu toutes ces nouveautés. En gros, on va porter sur toutes les nouveautés 2024 apportées par ACS et avec un focus particulier sur la nouvelle ergonomie de Sage automatisation comptable. Exactement. Très bien. Bah, merci beaucoup à vous deux, Bruno et Christophe. Merci à toi. C'est gentil. Je rappelle aussi à tous les participants que le replay sera disponible dans la journée sur la chaîne YouTube Apogea. Et vous allez également recevoir, je vois plein de questions dans le chat, par mail, le replay et la présentation aussi que vous avez vue aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous du coup en février pour le prochain rendez-vous de la ligne 100. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.